mutation du nationalisme québécois au cours des dernières décennies et les transformations, les changements finalement qui se sont opérés. Et c'est de ça dont je vais parler. Euh, je vais commencer. En fait, je vais faire trois choses avec une insistance variable sur chacun des éléments. Un petit rappel sur des choses que je l'ai dit, vous n'apprendrez rien. Donc, comment je conçois ou la littérature conçoit globalement le nationalisme. Mais là où je pense que ça peut avoir un certain intérêt, c'est que malgré tout, j'ai identifié, je dirais, les trois facteurs, les trois clés qui peuvent permettre d'interpréter les dynamiques nationalistes. Je vais l'appliquer au cas du Québec, mais éventuellement, on pourrait se servir de cette grille-là pour analyser d'autres mouvements nationaux à l'échelle des pays occidentaux et même ailleurs. Donc, il y a les trois dimensions sur lesquelles que je vais aborder brièvement. Puis ensuite, je vais essayer de voir comment cette grille-là peut nous permettre de comprendre l'évolution, les transformations récentes du nationalisme québécois que j'ai découpé en deux périodes principales. Une première qui va de 1960 à 1995, et puis la période plus récente, c'est-à-dire depuis 1995. Donc, premier élément, définissons rapidement le nationalisme. En fait, le problème avec le nationalisme, c'est un peu comme définir des politiques publiques en administration publique. C'est-à-dire que les politiques publiques, c'est tout ce que l'État fait et tout ce que l'État ne fait pas. Et donc, ça couvre à peu près tout ce qui est possible. Le nationalisme rencontre un peu le même problème dans la mesure où un nationalisme existe à partir du moment où un groupe d'individus assez important considère qu'il constitue un peuple. Et donc, il constitue une nation et se représente comme tel. Et donc, ça repose sur l'idée d'une conscience collective que le groupe cherche à définir, puis ensuite à consolider, à étendre, et éventuellement, lorsque le mouvement est suffisamment fort, se revendiquer finalement une dimension éminemment politique dans le nationalisme, revendiquer son autonomie politique. Et donc, ça présuppose finalement qu'il y a dans cette conscience collective une idée de l'existence d'une certaine unité au sein de la communauté et éventuellement de la communauté politique. Et cette unité-là, elle fait toujours l'objet, je dirais, de coups de butoir et remises en question constamment. Et c'est par rapport à ces coups de butoir, si on veut, que les mouvements nationalistes se reconfigurent au fil du temps. Évidemment, une fois que j'ai dit ça, cette conscience collective du soi, si on veut, repose sur des marqueurs, sur des critères que le groupe définit lui-même. Ça peut être des marqueurs de nature ethnique ou démographique, culturelle, linguistique, religieux, on peut en ajouter d'autres. Mais la conscience de soi doit reposer. C'est donc une dimension subjective. Et il y a aussi évidemment une dimension objective, c'est-à-dire qu'on doit voir, on doit être capable de nommer la nation, le groupe, le peuple qui s'en réclame. Et évidemment, ces marqueurs peuvent se transformer au fil du temps. Là, encore une fois, nos travaux, en fait, nos travaux, les travaux du GRSP notamment, ont mis l'accent sur des dynamiques propres au nationalisme majoritaire et par ailleurs au nationalisme aussi minoritaire. Les premiers cherchent à consolider quelque chose d'assez fort qui existe déjà à travers un processus de nation building, si on veut, alors que les nationalismes minoritaires se distinguent par leur quête d'accroissement de leur sphère d'autonomie ou éventuellement la quête de la souveraineté étatique. Ce qui me semble important de souligner, parce que lorsqu'on lit la littérature et lorsqu'on lit les définitions du nationalisme, généralement, ces définitions-là sont connotées négativement. C'est-à-dire que le nationalisme est souvent associé au conservatisme, à un repli sur soi, un refus de finalement plutôt exclusif de considérer les autres groupes qui sont perçus comme étant, je dirais, une menace à la cohésion, à l'unité interne. Mais malgré tout, cette espèce de conscience de soi me semble présent
dans tous les États-nations, mais sous divers vocables. Par exemple, c'est assez étonnant, mais quand on va en France et que l'on parle, que les Français parlent du républicanisme, ben, c'est une autre définition du choix à partir d'autres marqueurs. Mais il reste qu'il y a des vrais républicains. En fait, il suffit d'écouter les discours des élites politiques françaises pour voir comment le républicanisme est projeté comme un élément qui consolide l'unité de la nation, en fait, ne disent pas de la nation française, mais de la République. Et puis, bon, en ce lendemain, ou en ce surlendemain des élections américaines, on voit bien que cette idée de démocratie typiquement américaine, cet exceptionnalisme américain, nourrit aussi une certaine conception de soi, euh, qui peut être associée à du nationalisme. Et donc, le nationalisme me semble présent un peu partout. Et souvent, même parmi les critiques du nationalisme, lorsque je leur pose la question, mais où il n'y a pas cette conscience du soi, dans quel espace politique il n'y a pas cette conscience du soi, ils sont incapables de me donner un seul exemple. Donc, il y a quelque chose d'assez universel à cette conception qui varie, évidemment, dont les étiquettes, malgré tout, varient d'un endroit à l'autre. Ce qui est manifeste aussi dans cette dynamique-là, c'est que cette conscience collective, si on veut, se déploie ou est mobilisée à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle de l'État, des institutions privées ou publiques, de la vie associative, des organisations, même de la vie intellectuelle. Donc, peu importe là où la société qui nous intéresse, il y a toujours des travaux sur ces dimensions-là, peu importe l'échelle qui nous intéresse. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que au quotidien, on y voit des manifestations courantes. Et c'est tellement banal que l'on ne s'en rend plus compte. Moi qui ai vécu longtemps à Ottawa, je veux dire, la présence ou la surprésence du drapeau canadien nous rappelle constamment qu'on est au Canada et qu'on n'est pas vraiment en Ontario. On est vraiment au Canada ou au cœur du Canada. Récemment, en fait, vous avez probablement tous noté cela, mais il y a quelque chose de fascinant quand on écoute les reportages faits autour des Jeux olympiques. C'est une manifestation, je dirais, la plus évidente, à mon avis, du nationalisme banal, non seulement dans la couverture, c'est-à-dire qu'on entend parler que des athlètes canadiens, et on lit le journal et on sait que le Canada a obtenu X nombre de médailles. Moi, le Canada n'a rien obtenu. C'est les athlètes canadiens qui ont bien performé et on doit les féliciter pour ça. Mais donc, ça baigne un peu partout dans notre quotidien. Donc, comment circonscrire la dimension au cœur de l'unité sociale et politique qui se réclame d'une nation? Et pour certains auteurs, là je fais référence à des travaux des collègues en sciences politiques, le nationalisme se définit ultimement comme une ethnicité, tout simplement comme une ethnicité politisée, c'est-à-dire un nous qui est instrumentalisé par les élites politiques qui visent des objectifs spécifiques. À mon avis, c'est une lecture trop étroite parce que pour que ça ait une certaine efficacité, il faut que ça renvoie à une certaine réalité perçue de la part des populations. Euh, ce qui est important de souligner ici, parce que, et là, c'est une mise en garde par rapport à ce que je vais dire tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais parler des transformations du nationalisme. Et je suis conscient que le nationalisme est traversé par des luttes. En fait, le discours de l'autoreprésentation du soi est traversé par des luttes aussi internes, c'est-à-dire que c'est pas tous les Québécois ou tous les Canadiens qui partagent nécessairement la même perspective. Mais dans le cadre de mon exposé, je vais surtout insister sur, je dirais, la vision dominante, celle qui s'impose ou qui s'est imposée dans l'espace public à travers les discours portés par les élites politiques ou certaines élites intellectuelles. Donc, il y a un autre courant en sciences sociales qui s'est penché sur l'ethno-nationalisme pour en faire ressortir essentiellement les dimensions symboliques et émotionnelle. Et cette lecture ethno-nationale, si on
du nationalisme se veut plutôt critique à l'endroit de ce concept, de cette notion. Mais pour toutes sortes de raisons que je développerai peut-être au cours de la période de questions, cette façon de concevoir le nationalisme comme étant quelque chose de profondément irrationnel me semble profondément réducteur parce que parce qu'il y a quand même des marqueurs qui ont une réalité objective et qui ont une réalité nationale, c'est-à-dire une réalité rationnelle, euh, que l'on pense, par exemple, comme on va le voir dans le cas du Québec, au clivage économique qui marquait finalement la place de ce qu'on appelait à l'époque les Canadiens français par rapport à une autre élite qui dominait l'espace politique. Donc, il y a quand même des dimensions qui ne sont pas qu'irrationnelles. Donc là, j'arrive à mes trois marqueurs, mes trois constituants de ce qui me semble être au cœur des dynamiques nationales. J'en ai identifié trois, si vous en rappelez en introduction. La première, c'est évidemment la plus commune, sur laquelle j'ai insisté depuis le début, c'est-à-dire que le nationalisme doit faire appel à un sentiment de filiation, qui n'est pas uniquement je dirais, ethnologique, mais aussi un sentiment d'appartenance, l'idée qu'il y a un commun, qu'il y a une réalité objective qui fait que notre groupe finalement se distingue des autres. Cette filiation, ce sentiment d'appartenance nourrit un discours évidemment du choix qui est réitéré constamment par une ou les élites politiques qui maîtrisent les dimensions narratives et qui produisent le sens aussi pour qu'elles puissent être bien absorbées, perçues, après que ça ait une résonance auprès de la population auquel on s'adresse. Au final, ce qui importe, c'est qu'une majorité d'individus adhèrent, se reconnaissent dans cette représentation, par rapport à ces caractéristiques, à ces marqueurs qui sont constamment réitérés dans l'espace public. Donc, la cohérence du groupe, ça, il y a plein d'analyses quantitatives qui vont dans ce sens-là, peut être mesurée par le degré d'adhésion, d'identification à chacun des marqueurs qui sont mobilisés par les élites politiques éventuellement. Et ces marqueurs-là, évidemment, changent, se reconfigurent, se transforment au fil du temps. Donc, ça, c'est la première dimension, cette chance d'appartenance. La deuxième dimension, qui est aussi présente d'une certaine façon dans la littérature, c'est qu'il me semble qu'au cœur du nationalisme, en tant que projet politique, mais aussi en tant que représentation du soi, quelle que soit sa forme, elle se manifeste, me semble-t-il, constamment à travers l'identification d'un autre. C'est-à-dire que le soi existe parce que l'autre existe, et l'autre existe parce qu'il est différent de nous. Donc, le nous n'existe ou le je n'existe parce que il y a un tu, si on veut. Puisque tout individu, évidemment, naît quelque part, personne ne peut échapper à cet univers, à ce contexte dans lequel le nous préexiste, si on veut. Et donc, on baigne dans cette auto-conception du groupe et ça contribue évidemment à sa reproduction. Et les nationalismes, et plus particulièrement les nationalismes minoritaires qui se déploient contre un État qui est considéré comme hégémonique, ont tendance je dirais, beaucoup investir, à beaucoup mobiliser les marqueurs de nature culturelle largement définis. Et les nationalismes hégémoniques ou majoritaires ont tendance à faire reposer leur position dominante sur un nous qui est institutionnalisé à travers l'État, mais aussi à travers ce que le droit dit de la société. Et donc, ce que le droit impose comme rapport social dans l'espace public, mais aussi dans l'espace privé.
C'est ce qui est une des caractéristiques des nationalismes majoritaires, c'est leur capacité de contrôler le droit, de contrôler cet élément, je dirais, central dans les rapports sociaux. Et le nationalisme, même dans sa forme la plus anodine, doit, ça je reviens à mon idée, doit être en mesure de définir la communauté d'appartenance en référence à quelque chose d'autre. Donc, sentiment d'appartenance, un, la définition d'un autre, deux, et le troisième aspect, qui est peut-être plus controversé dans ma présentation, c'est que, à mon avis, le sentiment nationaliste ou la conscience du soi de l'autre repose sur deux dynamiques qui sont pas nécessairement contradictoires. J'ai appelé ça une dynamique de contentement et une dynamique de frustration. C'est-à-dire que, d'abord, le nationalisme s'alimente sur un certain nombre de réalisations positives. Hein. Nous avons, comme groupe, été en mesure de survivre, de prendre en main certains secteurs jugés importants pour le groupe. On a été capable de manifester sa dignité collective à travers plusieurs facettes que l'on peut rattacher à des moments particuliers de l'histoire. On était capable de s'émanciper, de réaliser, on est en mesure de réaliser sa destinée. Et donc, par exemple, la mise en place de l'État social au Québec, des politiques de protection et d'émancipation culturelle, me semble correspondre à ces dimensions de contentement. Nous avons été, comme groupe, comme peuple, comme nation, en mesure de réformer l'éducation, de créer le réseau des universités du Québec, de l'Institut de paraché, Hydro-Québec, on peut nommer toutes sortes d'exemples. Et donc, il y a une dimension de on a réussi quelque chose. Mais l'autre dimension, c'est que le nationalisme peut aussi exprimer un sentiment de mécontentement, d'agacement, d'irritation, parfois même de colère. Et c'est souvent cette deuxième dynamique qui explique les transformations profondes du nationalisme. Bon, il y a plusieurs facettes possibles qui peuvent faire l'objet d'analyse, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des violations de la dynamique qui repose, donc affective, de l'autoreprésentation du soi, qui repose sur les principes de dignité. Notre destinée a été bloquée. On vit dans un univers qui oppressant, donc qui empêche notre libération ou l'expression de notre liberté comme groupe. Donc, ça peut aussi se développer en réaction à la discrimination qui affecte des individus appartenant à un groupe particulier. Donc, comme nation minoritaire, la dignité peut avoir été bafouée et demande à soit être restaurée ou à être retrouvée ou même à être reconnue pour une première fois. Donc, ça s'inscrit dans une logique, dans le fond, cette espèce de frustration, de colère, même certains diraient de ressentiment, exige une dynamique de réparation. Des choses doivent être faites pour que l'on puisse se réaliser, être reconnu comme groupe. Donc, là, bon, il y a une dimension positive à ça aussi, dans la mesure où ce nom qui est considéré comme étant des empêchements d'avancer, ça induit une dynamique, soit de contestation, de revendication, mais aussi de mobilisation sociale. Donc, et ça, c'est à mes yeux quelque chose de positif, voire de créateur, parce que ça développe, ça induit de nouvelles pratiques sociales, de nouvelles mobilisations, de nouvelles revendications, de nouvelles dynamiques de résistance. Donc, très, très rapidement, si on regarde les transformations récentes du nationalisme québécois, de quelle manière ça a évolué, un très court rappel là-dessus, les historiens vont me lancer des pierres, mais les rapports de pouvoir issus de la conquête britannique du 18e siècle ont fait en sorte que l'État central a toujours été contrôlé par le groupe majoritaire anglo-saxon et pendant longtemps, je dirais, les principaux mécanismes
économiques au Québec ont été contrôlées par une élite, je dirais, anglo-saxonne, donc un autre groupe. Et ça a alimenté, et ça a perduré. Il y a eu évidemment des mouvements de résistance, on peut parler des patriotes et ainsi de suite, mais l'idée générale, c'est pendant longtemps, le Québec a été une société qui a été considérée comme étant sous le joug, sous l'hégémonie d'un autre groupe, et ça a alimenté une longue série de griefs à l'endroit des orientations politiques de l'État central jusqu'au milieu des années 60. Puis là, les exemples, je dirais, de domination sont tellement nombreux que je ne peux pas trop en faire état ici, mais il y a eu la crise des écoles en Saskatchewan, au Manitoba. Il y a eu le retrait du statut bilingue des territoires du Nord-Ouest. En fait, il y a en Ontario l'empêchement des enfants francophones de fréquenter les réseaux scolaires dans leur langue. En fait, au Québec, il y a le fait que, comme le dévoilait la commission Laurando Dunton, dans la hiérarchie des revenus, les francophones, les Canadiens français occupaient l'avant-dernier, en fait, 12e sur 14, suivi des Italiens et des Autochtones. Donc, ce statut-là, finalement, a occasionné beaucoup de frustration. Et le nationalisme canadien-français a pendant longtemps insisté sur la protection, la préservation de la langue française, et de la religion, de la culture, qui étaient des secteurs qui étaient davantage contrôlés par les élites sociales à l'époque. Donc, comment s'est construit le nationalisme politique et social au cours de ce que j'identifie comme étant la première période? Et c'est là où je vais rappeler un certain nombre d'éléments qui je vais interpréter à la lumière de mes trois facteurs dont j'ai parlé un peu plus tôt. C'est-à-dire les années 1960 sont les années de la Révolution tranquille. En fait, la date de début est plus clairement établie que la date de fin, mais admettons que la Révolution tranquille s'est terminée au début des années 80. Donc, pendant cette période-là, c'est la fin de l'emprise, encore là je fais assez court, de l'idéologie nationaliste traditionnelle et conservatrice sur l'ensemble des institutions politiques et sociales, ce qui ne veut pas dire que la société s'est transformée dans un claquement de doigts, là, mais ça veut dire qu'il y a une représentation du soi de la part des élites sociales, politiques et intellectuelles qui s'est transformée, et l'État québécois, finalement, émerge comme le lieu qui devient responsable d'institutions de mission qui étaient auparavant détenues par d'autres groupes, notamment par l'Église catholique. La nouvelle justification idéologique que l'on connaît tous, réitérée par Daniel Johnson, Jean Lesage et toute cette équipe-là, c'est que l'État du Québec devient le seul cadre politico-institutionnel en mesure d'œuvrer au bien-être des Canadiens français, comme on disait à l'époque. Et fait étonnant et même remarquable, c'est que dans les années 60, l'idée que le Canada repose sur un pacte sur l'idée du pacte, il y aurait des choses à dire, mais en fait, sur cette espèce d'alliance entre les deux nations s'établit comme une vérité incontestable, hein, ou presque incontestable. Elle est contestée, mais elle devient l'idée dominante. Ce qui amène bon nombre de Québécois à revendiquer un nouveau partage de compétences pour accroître son autonomie politique, voire son indépendance. Évidemment, l'auto-représentation du nous se modifie, c'est-à-dire qu'on assiste au passage de la référence canadienne-française à une référence plus québécoise. Donc, l'identité est reterritorialisée, si on veut, dans ou à l'intérieur des frontières politiques du Québec. Et on commence, je dirais presque pour la première fois, à s'interroger sur quelles sont les conditions d'intégration, d'accueil des personnes issues de l'immigration. C'est-à-dire que le nous, si on veut,
il y a un questionnement sur le nous. Comment faisons-nous pour nous définir autrement comme étant des Canadiens français de souche? Euh, et donc, il y a le début de l'interculturalisme, si on veut, ou l'idée de l'interculturalisme fin des années 70, aux années 80. Et donc, on en vient à dire que le français est la condition essentielle pour appartenir au groupe. Et une autre condition, c'est évidemment les Québécois, non seulement qui parlent, maîtrisent le français, mais respectent les institutions démocratiques, les droits individuels. Euh, ça, c'est important. C'est-à-dire que l'appartenance au nous, en quelque sorte, mais en fait, on parle du Québec, mais c'est vrai pour le Canada aussi, elle est un peu conditionnelle. Hein? Et ce qui est aussi remarquable, c'est que dans ce nous reconfiguré, euh, il n'y a pas vraiment de réflexion sur la place occupée par les peuples autochtones, me semble-t-il, au cours de cette période-là. Donc, c'est là où j'arrive au cœur de mon argument. Pendant de 1960 à 1995, il y a une double figure symbolique des autres. C'est la double figure symbolique des autres est celle du Rest of Canada et celle de l'hégémonie exercée par l'élite anglo-saxonne au Québec. Ce qui conduit à la mise en place de ce que je qualifie de deux champs de bataille. Hein. Le premier, c'est celui en fait, qui se manifeste à travers, bon, pas l'adoption de la loi 22 sur les langues officielles, mais surtout à travers l'adoption de la loi 101, la Charte de la langue française, qui repose, comme nous le rappelle le livre blanc de Camille Lorrain, qui me semble encore en partie toujours d'actualité, sur 5 constats. Hein. Lorrain et son équipe là, parlaient de Fernand Dumont tout à l'heure avec Gérard Bouchard, mais Guy Rocher aussi, constatait que en 1977, que les immigrants ont tendance à s'intégrer au groupe majoritaire anglophone. Euh, Puis on expliquait ça parce que le groupe anglo-saxon était plus fort que le groupe dominé. Dans le secteur privé, on constatait que le français est la langue des emplois faiblement rémunérés. On constatait que l'anglais est la langue des affaires et du travail. On constatait que le système politique canadien défavorise les francophones, qui constituent une minorité, que le bilinguisme institutionnel, on peut arriver au même constat aujourd'hui quand on lit les rapports du commissaire aux langues officielles du gouvernement fédéral, n'a pas produit les résultats espérés et que le bilinguisme est problématique dans le cadre du régime linguistique que le Québec veut établir. Et cinquième constat, la qualité du français laisse à désirer. Je dirais qu'hormis le point 2, les autres points restent valides aujourd'hui. Hein. Euh, donc, ce premier champ de bataille et le deuxième champ de bataille. Donc, le premier champ de bataille, finalement, la cible, c'est qui, en fait? C'est l'élite anglo-saxonne. C'est-à-dire que, et c'est aussi une invitation forte, plus qu'une invitation, on somme les gens issus de l'immigration, les personnes issues de l'immigration, d'envoyer leurs enfants, tout comme on le fait pour les Québécois francophones, d'ailleurs, à fréquenter les réseaux des écoles françaises. Et donc, cet autre, finalement, n'est pas vraiment perçu comme une menace. On cherche à élargir, je dirais, les horizons du nous autour du marqueur qui est la langue. Mais manifestement, le statut du français devient quelque chose qui se pose de manière conflictuelle avec la place occupée par l'élite anglo-saxonne du Québec. Le deuxième enjeu, c'est celui, donc l'autre, je parlais de Rest of Canada, ben, l'autre se manifeste à travers, je dirais, la longue saga constitutionnelle qui a marqué l'histoire politique du Québec et du Canada entre 1968 et 1982. Là, vous avez les principales dates. Je n'ai pas l'intention de les rappeler dans mon exposé. Vous pouvez les voir. Mais les négociations constitutionnelles, finalement, pour le Québec, se concluent par une série d'échecs. Sauf avec l'espoir vite éteint par Pierre Elliott Trudeau de voir les recommandations de la Commission sur l'unité canadienne, la Commission Pépin, Roberts, avoir une certaine influence, ce qui n'a pas été le cas. Mais ça se conclut
conclut par un échec. Et l'échec ultime, évidemment, c'est celui de 1982, où le Québec refuse de se reconnaître dans la loi constitutionnelle de 1982 et conteste certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, notamment celle qui diminue les pouvoirs du Québec en matière de langue. J'ai écrit de religion, mais je vais écrire d'immigration, de culture. Donc, il y a eu deux tentatives de réparation qui ont, elles, avorté après 1982, celle de Meach et de Charlottetown. Et ces deux tentatives de réparation ont alimenté un autre sentiment de rejet, finalement, de la part du Rest of Canada, qui je dirais, dont le moment clé est le référendum de 1995. 1995, qui est pour moi la fin de cette époque-là, parce que finalement, c'est l'épuisement de cette tentative de quête d'autonomie de la part du Québec devant les échecs répétés euh, qui ont été vécus de la fin des années 60 jusqu'au référendum de 1995. 1995, le référendum, on connaît les résultats, on connaît l'effet dévastateur que peut avoir le discours de Jacques Parizeau le soir à la fin de la soirée référendaire, où il nous a ramené à une définition différente du nous. C'est-à-dire que lorsque Parizeau dit l'échec s'explique essentiellement par les votes ethniques et l'argent, ce que Parizeau nous dit, c'est que, en fait, c'est pas ça qui est problématique, parce que toutes les études en sociologie politique montrent que c'est vrai. Objectivement, les anglophones et les gens issus de l'immigration ont voté non. Les Autochtones ont voté non. Et l'argent a eu un rôle important à jouer, comme ça a été clairement démontré par la suite. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que lorsque Parizeau dit nous avons perdu à cause du vote ethnique et de l'argent. C'est pas le vote ethnique et de l'argent qui est problématique, c'est le nous qui le précède. Hein, nous, les Canadiens français ou les Québécois francophones, on a perdu quelque chose ce soir-là. Et pendant presque 15 ou 20 ans, on a été hanté par le nous de Parizeau, je dirais nous, la classe intellectuelle, si on veut, parce que pendant 20 ans, on a fait des travaux qui n'ont eu aucun impact, je dois dire, pour démontrer au reste du monde et au Canada anglais que Parizeau était un épiphénomène et que le nationalisme québécois avait aussi fortement des dimensions civiques qui étaient au cœur de son projet. On a perdu 20 ans à réparer finalement, je trouve, le gâchis amené par Parizeau, nonobstant toute l'admiration que j'ai pour le personnage de Parizeau. Donc, après 95, malgré tout, on a assisté de la part du Canada anglais à la mise en place d'une double stratégie, encore une fois, une stratégie d'apaisement et une stratégie d'enfermement, qui ont contribué, à mon avis, à atténuer, sans toutefois le faire disparaître, le sentiment d'aliénation de bon nombre de Québécois à l'endroit du Canada anglais. Puis là, il y a toute une série d'initiatives fédérales qui peuvent être invoquées. Elles sont sur la diapositive. Ça commence par la reconnaissance par la Chambre des communes que le Québec forme une société distincte. Si on doit ça à Jean Chrétien. Par la reconnaissance par le gouvernement conservateur en 2006 que les Québécoises et les Québécois forment une nation dans un Canada uni. Hein, la fameuse reconnaissance de la nation québécoise par la Chambre des communes. Je dirais que c'est une stratégie d'apaisement. D'autres vont dire que c'était le plan A, mais il y a aussi une stratégie de confinement qui se manifeste par les conclusions du renvoi de la Cour suprême relatif à l'Association du Québec, qui nous dit essentiellement, parce que moi je vois plus de cadenas dans le renvoi à la sécession que d'ouverture, mais au final, la conclusion, c'est qu'il faut toujours faire un référendum. On va être obligé
tenir compte, mais il y a deux conditions. Il faut que la question soit claire et il faut que la majorité soit claire. Ce qui donne lieu à la loi sur la clarté, qui, à mes yeux, respectait pas les paramètres du renvoi, mais ça, c'est autre chose. Et au final, seules les élites politiques du reste du Canada, ou une définition plutôt pas claire de ce que sont les élites politiques, devront décider et ultimement la Chambre des communes devra juger de la clarté de la question et des résultats d'un prochain référendum. Moi, je vois là une stratégie de confinement. Au final, l'autre qui était le Rest of Canada et l'autre qui était la minorité anglo-saxonne ou la minorité d'expression anglaise historique du Québec, le ressentiment qu'on pouvait avoir à leur endroit s'atténue, me semble-t-il. Les élites politiques canadiennes, mais aussi québécoises, renoncent à modifier substantiellement la Constitution pour toutes sortes de raisons. On assiste à ça, mes collègues en comportement électoral en font des démonstrations éloquentes. Le clivage souverainiste-fédéraliste entre les fédéralistes et les souverainistes disparaît progressivement, ce qui permet à l'ADQ d'abord, puis ensuite à la CAQ, de prendre plus d'espace dans l'univers politique, sur la scène politique. Et on passe d'une stratégie où finalement on revendiquait plus d'autonomie, voire l'indépendance du Québec, à la protection de l'autonomie existante du Québec en matière d'économie, de langue, notamment d'immigration. On assiste, j'avance, Geneviève. Donc on assiste à la fin de la première période où finalement il y a une espèce de dégonflement du mécontentement. Mais en fait, le mécontentement ou la frustration ne peut pas disparaître dans ma logique, si on veut, par rapport à mes trois éléments. Elle doit être remplacée par, par autre chose. Et à partir de 1995, le nationalisme québécois, encore une fois, je simplifie parce que la réalité sociale est plus complexe que ça, puis la mobilisation autour de ces enjeux-là est infiniment plus complexe. Mais essentiellement, ça se construit en opposition avec un autre, mais cette fois-ci qui est un autre interne. Ce n'est plus the Rest of Canada, mais l'autre interne. Donc, c'est davantage, l'autre interne, son identification s'articule autour d'enjeux liés à la diversité ethnoculturelle et religieuse et à la place qu'occupe la langue française et à son statut. Et donc, à défaut d'assurer la survie, la pérennité de la nation québécoise en quittant le Canada ou en le transformant, l'accent est mis sur ce qui pourrait mettre en péril la position occupée par le groupe majoritaire, ici d'expression française, et de ses préférences, mais à l'intérieur des frontières du Québec. Donc, le clivage se déplace vers des questions liées à l'intégration des nouveaux arrivants autour de deux enjeux, la religion et la langue. Et là arrive tout le débat autour de la laïcité, l'expression des croyances religieuses dans l'espace public, ou voire surtout dans l'espace civique. Et c'est ce sur quoi ça s'accroche, évidemment, comme on le sait tous, c'est autour du port de signes religieux dans les espaces civiques surtout, et d'une certaine manière dans le discours public, dans les espaces publics. Donc, cet autre n'est plus l'anglo-saxon historique, mais cet autre devient l'étranger, celui qui est issu de l'immigration ancienne, récente, qui ne partage pas nécessairement l'héritage chrétien de la majorité. C'est-à-dire que là, on voyait bien que c'est pas les Italiens qui posent problème comme à la fin des années 60. On cible surtout finalement, c'est plus visible. Et manifestement, il s'agit parfois des Sikhs, parfois qui sont presque pas présents au Québec, et plus particulièrement des musulmans. Donc, l'immigration, plus récemment, a été présentée dans le discours public comme étant la cause principale du déclin du français. J'ai fait des travaux là-dessus sur lesquels on pourrait revenir. Donc, quelques moments clés, évidemment, il y a la crise des accommodements raisonnables. Puis là, il y a toute une série de projets de loi qui, finalement, autour desquels le débat s'est structuré. Ça a commencé avec le projet de loi 16 en 2000,
9, la loi favorisant l'action d'administration à l'égard de la diversité culturelle, si on s'en rappelle, qui voulait encadrer ce qu'on entendait par accommodement raisonnable. Il y a eu le projet de loi 94 qui est mort au feuilleton, encore une fois pour les mêmes questions. Il y a le projet de loi 60, la Charte des valeurs de Pauline Marois, qui est aussi mort au feuilleton. Il y a eu tellement d'écrits autour de ça. Mais c'est toujours un peu le même problème qui est identifié dans tous ces débats publics autour de soi. Il y a le projet de loi 62 lui, a été adopté par les libéraux, concernant la prestation et l'obtention de services publics à visage découvert. Il y a la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, que l'on connaît tous. Mais en fait, ce que je veux dire ici, c'est les 3 points suivants. Ces initiatives législatives rattachent les principes de l'égalité des sexes et de la laïcité à la quête historique d'affirmation par le Québec de sa spécificité face au reste du Canada, mais aussi par rapport à lui-même, comme groupe constitutif majoritaire de l'espace social et politique québécois. L'enjeu de la laïcité, donc, renvoie à la place qu'occupe le nouveau groupe hégémonique, c'est-à-dire les Québécois francophones, et ça, c'est un renversement assez important, parce que les Québécois francophones se sont longtemps perçus comme une minorité à l'intérieur du Canada. Là, ils se représentent comme une majorité à l'intérieur du Québec et interroge sur la manière d'imposer ces normes, ces façons de voir. Les élites politiques parlent de valeurs, on pourrait revenir là-dessus, par rapport aux groupes dits minoritaires. Et donc, les conditions d'appartenance au nous sont de plus en plus restrictives, sans pour être autant inaccessibles. C'est-à-dire qu'on est issu d'immigration, puis qu'on maîtrise bien le français, puis qu'on est presque invisible dans l'espace public, on appartient au groupe. Évidemment, il y a un problème particulier avec les groupes racialisés, mais ça, c'est autre chose. On convient tous que le prix à payer est plus élevé pour certaines personnes en particulier, surtout celles qui veulent afficher leurs croyances dans l'espace public. Conclusion. 4 points en conclusion. Le cas du nationalisme québécois contemporain me semble révélateur de la configuration tangente entre les 3 dimensions constitutives du nationalisme que j'ai identifiées au début. Évidemment, c'est une conclusion un peu tautologique. Là. Ce que je vous dis, c'est que les 3 points que je vous ai mentionnés me semblent particulièrement utiles pour comprendre ces transformations-là. Des années 60 au tournant du millénaire, les fondements du mécontentement étaient l'existence d'une relation de subordination et d'infériorité à l'égard de la majorité anglo-saxonne qui contrôlait l'espace politique infranational. Et dans ce cadre-là, la consolidation du statut de la langue française s'est faite en partie au détriment des privilèges de la minorité anglo-saxonne dans laquelle étaient intégrés les allophones. Et ce qui est remarquable ici, c'est que après l'adoption de la loi 101 en 1977, presque pendant 20 ans, on ne parle presque plus hormis dans la réitération de l'importance d'apprendre le français, là, mais on ne parle presque plus dans l'espace public, dans les discours politiques, de la menace de disparition du français au Québec. Pendant 20 ans, là, cette question-là disparaît. Ça paraît réglé. Cette source de mécontentement-là disparaît complètement, ou presque complètement. Cette dynamique a également conduit à repenser la relation entre le Québec et le reste du Canada toute la fatigue constitutionnelle qui s'y rattache. Mais cette fatigue constitutionnelle-là n'est pas que négative. C'est-à-dire que les élites politiques peuvent dire néanmoins, on a fait des gains, le fédéralisme change. La Cour suprême reconnaît qu'il y a quelque chose de particulier pour le Québec. On a pu signer des ententes asymétriques avec le gouvernement fédéral, donc une forme d'adaptation aussi qui contribue à atténuer les revendications antérieures. Troisième aspect, troisième conclusion, c'est que l'apaisement des tensions entre le Québec et le Canada me semble avoir entraîné un réalignement des forces politiques et un affaiblissement du mouvement indépendantiste. Et donc, permet l'émergence d'un autre
finalement, qui remplace l'ancien, représenté par les individus et les groupes appartenant à des minorités ethno-culturelles et religieuses. D'où tout ce discours public autour des valeurs communes. Donc, il s'agit de réaffirmer un nous fondé sur l'héritage historique et culturel du Canada français, maintenant circonscrit dans l'espace politique québécois. On peut presque faire un parallèle de cette nature-là. Et finalement, mon dernier point, c'est que la population anglo-saxonne du Canada ne ressent plus le besoin pour le moment d'adopter des mesures similaires par rapport à l'autre qui nous préoccupe, nous, au Québec, évidemment, puisque le Canada semble bénéficier du poids du nombre et d'un environnement nord-américain où la langue anglaise n'est certainement pas menacée. Et le Canada, en fait, j'ai pas fait cette démonstration-là, mais j'ai d'autres travaux qui vont dans ce sens-là, mais l'animosité, parce que le Canada anglais a aussi besoin d'un autre. Et l'autre significatif du Canada anglais, ce sont quoi? Essentiellement, ce sont les États-Unis et les Québécois. Hein? L'autre significatif du Canada est dirigé contre le Québec francophone, qui remplit la même fonction de l'autre par rapport au nous canadien. On a déjà la période des questions. Je vais avoir une question. Alors, dans ta définition du nationalisme, il me semble qu'il manque des éléments. Par exemple, si on pense au néo-nationalisme, il y avait un projet collectif. Le nationalisme était appartenance, identité, etc. C'était soudé, un projet collectif. Et ça lui servait de soutien en même temps. Il me semble que dans chacune des périodes que tu as énumérées, il me semble qu'il y a quelque chose de semblable. Par exemple, pour la première période, il y a quand même le mouvement patriote avec les rébellions. Ça paraît plus quand même quelque chose de l'affirmation de soi, de résistance, non? Je laisse aux historiens le soin de qualifier le mouvement patriote, mais ça peut apparaître à la fois comme une résistance et une affirmation. C'est-à-dire qu'on conteste finalement les modalités de gouvernance imposées par les Britanniques. Mais on veut instaurer Mais on veut instaurer quelque chose d'autre. Mais en fait, l'idée du nationalisme, peut-être que j'ai pas effectivement assez insisté là-dessus, c'est que ça se traduit par un projet. Hein? Et puis bon, ce projet-là, ça peut être juste de survivre, mais ça peut être aussi de s'émanciper. C'est une réponse qui est malhonnête de ma part, là. C'est que je me suis concentré sur 1960 jusqu'à présent, si on veut. Et puis, c'est sûr que j'ai ramassé l'histoire politique du Québec entre la conquête jusqu'à 1960 à quelque chose qui ressemble à une tête d'épingle. Et donc, effectivement, c'est plus complexe que ce que j'ai présenté. Je suis d'accord avec toi. Je vais aggraver mon cas. Est-ce que vous avez compris la question sur le web? D'étendre ma question. Oui, oui. Ça a tenté d'étendre ma question à la deuxième sous-période. Il y a quand même le mouvement souverainiste, c'était un peu comme la rébellion. C'était un projet d'affirmation de soi. Oui. Il me semble plus que de résistance à l'autre. Exact. C'est un peu ce que je dis. Ben, tu l'as coiffé sous le nom résistance, opposition à l'autre. Oui. C'est plus que ça, tout de même. Mais en fait, ce que je dis, c'est que la dynamique de nationalisme se configure autour de la menace représentée par un autre. Et ça peut donner lieu, et au Québec, ça a donné lieu à un projet politique, et c'était celui de l'indépendance. Mais l'indépendance, c'est pas quelque chose l'idée d'indépendance, ça tombe pas du ciel. C'est-à-dire, c'est ancré dans quelque chose d'objectif. Et puis, vouloir se libérer du Canada, ben, il faut quand même penser que le Canada représente pas juste une menace, mais représente quelque chose qui est un frein à la cohésion interne, qui est un frein au développement du Québec comme société. C'est un frein à l'affirmation d'une culture distincte en Amérique du Nord et au Canada.
Et donc, ce que je dis, c'est que et je reviens à ma diapositive où je parlais de contentement et de frustration, cette espèce de refus du non, ce refus je dirais, de ce rapport perçu comme en étant un de domination, c'est créateur. De toute façon, je ne voulais pas qu'on s'appesantir, c'est trop, je deviens une querelle de mots, là. Mais sur la définition, encore une fois, où est-ce que tu mets toute la dynamique identitaire? Où est-ce que tu mets une valeur? Où est-ce que tu mets la mémoire dans la définition du nationalisme? Je le mets dans ce que j'ai qualifié de filiation et d'appartenance. Je le mets dans la partie. Oui, c'est-à-dire, c'est quoi c'est les marqueurs qui sont identifiés par le groupe lui-même comme étant incontournables. Donc là, il y a des figures historiques de l'histoire, il y a des moments. Ah, merci. Merci beaucoup, François, pour cette excellente réflexion sur le nationalisme. Moi, j'aimerais t'entendre un peu plus sur le discours du soi pour la période plus récente. Alors, les transformations du nationalisme québécois pour la période après 1995, il me semble que vous mettez quand même beaucoup l'accent sur l'opposition à un nouvel autre, un Oui. nouveau groupe qu'on peut considérer comme les autres, mais j'aimerais vous entendre un peu plus sur le discours du soi et surtout sur la dimension majoritaire ou minoritaire. Il me semble que le nouveau nationalisme québécois des années 60-70, il y a une forte dimension dans le discours du soi, une forte dimension majoritaire, hein. On a l'impression d'être majoritaire sur le nouveau territoire de la nation qui est le territoire de l'État du Québec. Et là, ou bien on veut des nouveaux pouvoirs à cet État-là, donc qui agit sur un territoire où on est majoritaire. Et là, on réussit à en obtenir dans les années 60, un peu moins dans les années 70, oui, jusqu'à un certain point, ou bien on veut l'indépendance. Ça, vous l'avez bien expliqué. Mais finalement, à la suite de cette fermeture de la fenêtre des opportunités, si je peux le dire ainsi, dans les années 80, début 90 jusqu'au référendum, aujourd'hui, le nationalisme québécois, ou du moins la tendance plus forte du nationalisme québécois, ce serait quoi le discours? Est-ce que c'est un retour du minoritaire finalement, le discours du soi tourne autour finalement d'un retour du minoritaire, ce qui expliquerait aussi l'idée de se concentrer désormais sur un nouvel autre. Oui. En fait, moi, je vois ça de façon inverse, Stéphane. C'est-à-dire que pour moi, dans des années 60 aux années 95, pour simplifier, euh, on se considère majoritaire en territoire québécois, si on veut, c'est-à-dire les Québécois francophones constituent une majorité territorialement définie, mais dans un rapport où ils sont minoritaires au sein du Canada. Et c'est pour lutter contre cette minorisation qui se renforce finalement avec le temps que l'on devient souverainiste ou que l'on devient davantage autonomiste. Alors que, peut-être que je me trompe, mais disons, depuis 1995, le discours selon lequel le Québec est minoritaire au sein du Canada me semble moins présent. C'est-à-dire qu'il y a comme un rabattement où on dit on est majoritaire au Québec, effectivement, mais et c'est cet espace-là, presque uniquement, évidemment, la CAQ et les autres, le Parti libéral prétendait, Benoît Pelletier cherchait l'autonomie dans l'interdépendance et ainsi de suite, le renforcement de la francophonie, c'était présent. Mais c'était d'abord et avant tout, pour revenir à Benoît Pelletier, comme Québécois qu'il le faisait. Comme Québécois francophone qui voulait consolider son espace politique qui était le Québec. Bon, la CAQ, c'est un peu la caricature de ça, si on veut.
C'est-à-dire qu'on réclame de l'autonomie un peu pour alimenter le discours, mais finalement, ce qui nous intéresse plus, c'est la gestion du soi, du nous, à l'intérieur des frontières du Québec, en sachant bien qu'on est limité dans ce qu'on peut faire par rapport aux contraintes imposées par le gouvernement fédéral, mais on peut quand même vivre avec ces contraintes-là, puis travailler essentiellement sur le territoire du Québec. Et donc, ce que je pense, c'est que ce rapport ou cette représentation du Québécois francophone comme étant minoritaire au Canada, c'est toujours une réalité objective, mais c'est une réalité qui est moins mobilisée dans le discours nationaliste quand vient le temps d'aborder finalement les enjeux qui devraient préoccuper davantage finalement les gens qui s'intéressent à la pérennisation d'un Québec francophone. Puis là, on en vient à quoi? On en vient au renforcement de la loi 101 à travers l'adoption du projet de loi 96, finalement, qui a, dans son préambule, dit que la francisation des gens issus de l'immigration, des personnes issues de l'immigration, c'est un droit. En fait, c'est un droit qui, on sait comment on peut l'interpréter, mais on dit aussi, qu'est-ce qui est important, c'est de contrôler son immigration, c'est d'imposer une certaine vision de la laïcité. En fait, tout le discours du Parti québécois au début des années 2010, qui est quand même assez bien articulé dans le débat portant sur la charte des valeurs, puis de l'importance. En fait, la réinterprétation du cheminement historique du Québec vers la laïcité telle qu'on l'a définie aujourd'hui, ça contribue, à mon avis, à redéfinir, je dirais, les fondements d'un nous québécois qui se préoccupe différemment des gens issus de l'immigration ou ceux qui ne parlent pas le français comme par rapport à ce que c'était auparavant. Je termine juste en disant, par exemple, que un des objectifs de la loi 101, c'était de franciser les gens, les enfants de personnes issues de l'immigration. Hein, on voulait les incorporer finalement dans ce nous. Le discours de la CAQ lors de la dernière élection provinciale, c'est de dire non seulement on va le faire, mais la principale cause de la louisianisation possible du Québec, ce sont les immigrants. Et on cherche évidemment à les intégrer, mais en maintenant une frontière finalement entre le nous maintenant qui est plus relié au groupe francophone, aux autres qui vont s'ajouter, mais comme un peu des codicilles, comme diraient les notaires, à ce nous. J'ai une question aussi pour toi, François. J'aimerais pointer une autre altérité dans ce paysage-là, c'est la France. J'ai l'impression que pendant longtemps, la France a été une altérité proche du nationalisme québécois, une sorte de visa idéologique, politique, qui donnait une légitimité, en fait, à l'expression du néo-nationalisme. Or, depuis peut-être une vingtaine d'années, il y a un certain décrochage par rapport à la France. En fait, j'irais même plus loin. J'ai l'impression que la France incarne une altérité de plus en plus radicale, associe de plus en plus, j'ai l'impression, le républicanisme français à quelque chose de contraire à la diversité ou à l'expression d'une certaine diversité qu'on peut valoriser ici. Donc, je me demandais où tu situais la France et la mutation de notre rapport à la France dans la compréhension de l'évolution du nationalisme au Québec. En toute transparence, j'ai pas beaucoup réfléchi à la question, donc ce que je veux dire, c'est vraiment à chaud, là. Peut-être que ça va étonner, mais mon intuition, c'est que pendant la première période, ma première période, on assiste plutôt à une instrumentalisation politique de la France. C'est-à-dire que le jour où on va devenir indépendant, le premier État qui va nous reconnaître comme tel, ce sera la France.
Évidemment, il y a des liens culturels, on procède il y a des programmes d'échange d'étudiants, tout ça, et il y a une porosité culturelle qui est présente. Euh, Alors que, là, je peux me tromper, mais pour avoir travaillé sur les questions de laïcité notamment, ce qui m'a fasciné, c'est que les projets quand on lit les mémoires soumis en commission parlementaire, le modèle de la laïcité, qui est presque du copier-coller et qui parfois est carrément du copier-coller, c'est le modèle républicain français qu'on veut imposer, en fait, qu'on veut importer, pas imposer, mais qu'on veut importer au Québec. Et donc, je dirais qu'il y a une plus grande influence idéologique de cette France-là aujourd'hui que ça pouvait être le cas dans les années 60, 70, 80. Ça serait comme mon hypothèse. J'aurais creusé la question, là, j'irais peut-être un peu dans ce sens-là. Et donc, je dirais le virage identitaire qu'on voit en France, puis la montée d'une certaine droite, a eu des effets au Québec, des effets chez une certaine classe intellectuelle, pas chez tous les intellectuels, mais ça a marqué les esprits. Puis ça a marqué certaines associations, certains mouvements qui faisaient la promotion de la laïcité à la française. Patience, Marie. Bon, moi, c'est deux choses. Bon, le premier, bon, la première chose, ça peut apparaître un peu comme un détail parce que ça change rien là, au reste de l'exposé, puis ça change rien non plus à l'interprétation de la période qui a suivi ce dont je veux parler, c'est-à-dire la fameuse phrase de Jacques Parizeau. J'ai une interprétation un peu différente de celle-là parce que bon, la question du nous. Le nous, oui, on peut considérer qu'il prend une dimension ethniciste dans la mesure où ce qui suit, c'est les votes ethniques. Or, Jacques Parizeau, il a dit des votes ethniques. Et, si vous permettez, et il faisait allusion au fait que le Congrès italien, canadien, juif, grec appelait à voter sur une base ethnique. Oui. Alors, si c'est des votes ethniques, c'est-à-dire des votes axés là-dessus, ben là, le nous, moi aussi, comme les autres, j'ai écouté le discours en direct de Parizeau. Pour moi, le nous, c'est nous, le camp du oui, nous, les indépendantistes, nous avons perdu à cause de cela. C'est pour ça que je n'interprète pas le nous de la même manière que vous le faites, mais comme je dis, ça change rien au dégât que ça a fait et au débat que ça a suscité dans la période qui a suivi. Alors, mais c'est pour ça que, enfin, mais en fait, c'est intéressant comme point parce que le soir du référendum, moi j'étais professeur à l'Université Carleton à Ottawa et j'avais invité des collègues, tous des Ontariens ou des Canadiens anglais à la maison. Quand Parizeau a fait son discours, en fait tout le monde est parti après, là, mais quand Parizeau a fait son discours, la réaction presque unanime dans mon salon, là, on était peut-être une vingtaine de personnes, là, ça a été de dire « What the fuck ». C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire par « nous avons perdu », puis tout le monde a interprété ça, moi y compris comme nous, les Canadiens français, ou les Québécois francophones qui avons voté. En fait, c'est pas nous le camp du oui. Quand c'est là peut-être que je suis en désaccord avec vous, c'est quand c'est pas le camp du oui, parce que ce qu'on disait, c'est une majorité de francophones qui a voté oui. Et nous avons perdu cette majorité francophone qui avons voté oui à cause et là, que ce soit au singulier ou au pluriel, dans mon avis, ça change peu de choses, à cause des votes ethniques ou des. Puis c'est vrai qu'il y a le Parti libéral du Canada, le Parti libéral du Québec, là, ils ont surinvesti, puis ils ont financé les campagnes du non des groupes ethniques. Mais c'est le nous qui a été perçu comme étant c'est nous le groupe. On a réethnicisé le discours national. Je comprends, mais les francophones sont multiethniques quand même. Oui, oui. Mais bon, mais il reste, bon, je dirais, bon, plus important, c'est mon deuxième point. C'est, comme l'expliquait par exemple Gérard Bouchard dans les nations du Nouveau Monde, c'est votre ouvrage de 1990.
à l'introduction sur la politique comparée. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré, cette introduction-là, où vous faites de montrer l'importance d'y aller par la comparaison pour voir, bon, ça permet de savoir qu'est-ce qui est singulier chez nous et bon, ce qui ne l'est pas, comme avant de dire que c'est le fait qu'on est catholique, qu'on ne veut pas faire d'argent, ce genre de truc-là, qui n'a pas, à mes yeux, beaucoup de sens. Mais c'est le fait que dans la dernière phase du nationalisme, donc 1995 à aujourd'hui, où là, tout à coup, l'autre, il est intérieur et il est musulman surtout, ben, il me semble que c'est pas un phénomène typiquement québécois, c'est un phénomène qui est passablement répandu. Et en fait, tout ça pour dire qu'on devrait peut-être aussi rattacher, ben, vous faites peut-être, là, c'est juste que dans l'exposé, c'est sûr qu'on ne peut pas tout dire là, dans un exposé d'une heure, mais donc d'inclure cette dimension-là comme un effet probable de cette évolution-là du nationalisme et d'autre part aussi la question de la langue. C'est que le rapport à l'anglais, les gens des générations plus vieilles, y compris la mienne, avaient donc comme rapport aux anglophones, ben, c'est plus le même pour les nouvelles générations parce que l'anglais est devenu plus la langue de la mondialisation que la langue du capitaliste finalement, parce que il y avait une dimension lutte de classe qui était qu'on pouvait percevoir dans le nationalisme des années 60-70 et qui semble disparu aujourd'hui dans la mesure où, bien sûr, il y a le Québec Inc. Et puis bien d'autres choses. Oui. En fait, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Mais en fait, juste sur la dimension comparative, c'est vrai que le Québec n'est pas particulier et singulier dans l'identification de cet autre, mais on a des expressions qui nous appartiennent, par exemple. Parce que dans l'espace public, c'est on, bon, généralement, là, il y a toujours des exceptions, mais à quoi on fait référence, sinon à nos valeurs. Hein, on parle pas des valeurs de. Parfois, on parle des valeurs civilisationnelles, mais généralement, là, quand les élites politiques en parlent, c'est nos valeurs. Ben, on a comme rapatrié finalement la dimension universelle dans quelque chose de plus particulier qui est nous, Québécois, nos valeurs. Et pour le reste, je suis d'accord. Il ne faut pas tout dire, mais Maryse? Oui, merci. J'ai écouté avec grand intérêt et je me demandais si on peut à ce point peut-être séparer le combat de la reconnaissance de la nation québécoise si on peut séparer les deux fronts, dans le fond, le front externe et le front interne, ou le front fédéraliste, ou le ROC la gestion de la diversité intérieure, parce que depuis les années 60, en fait, ce combat de la reconnaissance-là a toujours ce qui s'est exercé dans le passage de minoritaire à majoritaire, notamment avec la loi 101, a toujours comporté finalement un front, le front interne et le front externe étaient toujours un peu associés puisque les immigrants, on se souvient de la crise de Saint-Léonard, etc., étaient des alliés des Anglais dans la perception dans le nationalisme québécois. On voyait les immigrants s'associer aux institutions anglophones, s'assimiler aux Anglais, etc. Et la loi 101 est venue effectivement changer complètement la situation, puisqu'avant la loi 101, 90% des jeunes issus de l'immigration allaient à l'école anglaise et aujourd'hui, c'est 93% des jeunes issus de l'immigration qui vont à l'école française. Donc, il y a eu un renversement. Mais comme le front externe, avec les deux référendums, les échecs constitutionnels, n'est plus actif en ce moment tellement dans la défense de la reconnaissance, dans la concurrence des deux récits nationaux, des deux récits de la nation, on dirait que le rabattement sur le front interne devient plus omniprésent et visible. Est-ce qu'on peut faire cette lecture-là plutôt que en fait, est-ce qu'on peut les associer toujours parce que le front interne
qui est plus, comme tu disais, le combat pour les valeurs, comme le front externe n'est plus porteur d'espérance d'une certaine façon, le rabattement sur le front interne fait en sorte aussi que le nationalisme québécois, qui s'est un peu isolé finalement, semble, comment je peux dire, semble moins porteur justement d'espérance et moins porteur de projet et semble avoir euh, vécu une certaine, comment je peux dire, est perçu comme dans une connotation négative plus grande. Donc, la loi 101 en elle-même n'a pas été suffisante finalement pour intégrer les immigrants. Il y a encore tout un travail, si on veut, symbolique, qui n'a pas été fait, mais comme le front externe de la reconnaissance et s'est épuisé puisque le projet n'existe pas, il n'y a pas de projet comme qui pouvait mobiliser comme dans les années 70, là, on s'entend, 80. Et donc, la concurrence des récits a comme, je peux dire, tendance à s'isoler sur elle. Je sais pas si vous comprenez, la concurrence ou la définition identitaire devient un peu fermée sur elle-même dans la gestion du nous et de qui est nous et qui est l'autre. Ça, je suis un peu d'accord avec ça, mais on peut pas quand même. Ma grande question, finalement, c'est on peut pas faire une lecture quand même du rapport au nous et à l'autre seulement dans le lien avec l'immigration, mais on doit rattacher aussi le front externe et l'effet délétère que cette démobilisation du front externe peut avoir sur la construction de l'identité en ce moment. Je sais pas si c'est clair, là. Oui, mais en fait, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est un peu le sens de mon exposé. Euh, le Canada, en fait, il y hormis le PQ, là, qui va peut-être remonter, alors, qui ne connaît pas l'avenir, puis c'est peut-être 2025, ça va être le début d'une nouvelle phase, mais euh, il n'y a pas vraiment de projet de réforme du fédéralisme de la part des autres partis que celui du PQ. Et donc, si ma grille tient un peu la route, puis que si toutes les formes de nationalisme ont besoin d'un autre significatif, ben, il faut le trouver. C'est-à-dire que, et dans le cas du Québec, comme tu le rappelais, il y a eu un rabattement sur le Québec, l'identification d'un nouvel autre, si on veut, qui est plus canadien, qui est moins canadien. À moins que le Canada fasse des gaffes. C'est-à-dire qu'il peut toujours, tu sais, il faut pas sous-estimer sa bêtise et son sens de la provocation. Il peut se passer des choses. Euh, mais pour l'instant, c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce qu'il y a un plan ou politique gouvernementale pour augmenter le sentiment d'appartenance des immigrants? En fait, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a un plan gouvernemental? Est-ce qu'il y a un plan gouvernemental pour augmenter le sens d'appartenance des gens issus de l'immigration? Euh, si tu sais, les libéraux avaient concocté un contrat, l'idée d'un contrat que les immigrants devaient signer, est-ce que c'est un plan? Est-ce que c'est un plan qui a du sens? Là-dessus, on peut porter un jugement. À mon avis, c'est non. Est-ce qu'il y a un plan? La réponse, en fait, s'il y en a un, j'aimerais ça bien qu'on me le présente. Puis s'il y en a un, je suis étonné, puisque c'est un peu de mon sujet de travail, que je le connaisse pas. Donc, voilà. Juste un mot d'abord pour revenir sur le niveau technique. Moi, je pense qu'il y a un élément extrêmement important là-dedans, c'est il y avait une notion de doublard. Ça, c'est très important. Donc. Et deuxièmement, il y avait une notion de bouc émissaire là-dedans. Oui. Parce que Parizeau aurait pu aussi bien, sinon davantage, blâmer les gens du Québec qui avaient voté très fortement contre le oui. Oui. Et ils étaient très nombreux. Ça, d'ailleurs, tout le monde s'est demandé après pourquoi. Mais ça aurait eu autant, sinon plus de sens que de pointer des gens des communautés ethniques. Alors finalement, pour moi, c'est la raison principale pour laquelle il fallait désapprouver cette affaire-là. Oui. Et d'accord, on peut pas raconter une affaire longue, mais moi, ce soir-là, j'avais été invité par Télé-Québec avec d'autres pour commenter les affaires. Et moi, tout de suite, j'avais réagi immédiatement. Et il y avait des gens des communautés ethnoculturelles là. Alors vraiment, là,
il n'était pas content. Oui. Tout de suite, ils l'ont perçu comme ça. Ouais. Vraiment très fâché. D'ailleurs, Parizeau a démissionné le lendemain. Bon, Parizeau a démissionné le lendemain. Il avait perdu, mais entre autres à cause de son discours. À propos de ta définition du nationalisme pour la période 1760 à 1960, tu l'as chapeauté le nom de nationalité résistance. C'est correct, là. Mais je veux dire, je pense que ne s'attendait à ce que tu fasses mieux ressortir l'idée que ce nationalisme-là était fondamentalement de nature culturelle, alors qu'après, il s'est donné des contenus politiques, économiques, sociaux, etc. Oui. Moi, je ne te blâme pas d'avoir utilisé une même classification, mais je ne sais pas si tu faisais de la place à ça dans ta grille. Aux dimensions culturelles? Oui, le fait que l'ancien nationalisme était essentiellement culturel. Oui, mais en fait, je reviens toujours sur cette fameuse diapositive. Quand je préparais mon PowerPoint, je me suis demandé si j'allais l'enlever. Parce que c'était faire trop court pour une période si longue. Puis j'ai décidé de la garder parce que il y avait une idée, mais effectivement, c'est plus complexe. Il y a une dimension culturelle. Je pourrais ajouter. Il y a toujours une dimension culturelle de toute façon, peu importe les périodes. Non, mais là, elle était mais là, oui, c'était l'élément déterminant, en fait, le plus puissant. Une dernière en ligne. Dans ce contexte, comment approchons-nous les francophones vivant en milieu minoritaire au-delà du Québec? Comment s'identifient-ils? Je vais laisser le soin aux personnes qui travaillent sur les minorités, c'est-à-dire les communautés linguistiques en situation minoritaire. J'ai le soin de répondre à cette question-là. Je pense que la réponse courte, c'est le Canada français a disparu. Maintenant, on parle de franco-ontariens, de francescois, de la minorité francophone au Yukon, d'Acadiens du Nouveau-Brunswick, d'Acadiens de la Nouvelle-Écosse. Je pense que chacune des communautés a mené ses luttes, mais a aussi modifié sa définition de soi à la suite de ce qui s'est passé au Québec, un peu par effet d'entraînement. Et puis, il ne faut pas sous-estimer le rôle que peut jouer le gouvernement fédéral aussi dans ce processus-là à travers le financement de la vie associative des francophones québécois. Mais j'ajouterais, puis c'est pas dans la question, puis je vais terminer là-dessus, les anglo-québécois se sont aussi redéfinis. Dans une autre recherche, j'ai travaillé sur la question du rapport avec les anglo-québécois notamment. Et ce qui est fascinant, c'est que dans les années 80, les anglo-québécois parlaient d'eux-mêmes comme étant de la minorité historique anglo-canadienne, anglo-québécoise. C'est-à-dire, ils savaient c'était qui. Aujourd'hui, lorsqu'on écrit, là, et puis qu'on utilise le terme de la minorité anglo-historique québécoise, c'est une qualificatif qu'ils réfutent. Ils sont en désaccord avec ça. Pourquoi ils sont en désaccord avec ça? C'est parce que ils voient bien qu'ils vivent les mêmes problèmes de sous-fécondité que les Québécois francophones, et puis leur croissance est liée à leur capacité d'intégrer aussi des personnes issues de l'immigration qui, elles, ne font pas partie de la minorité historique anglo-québécoise. Puis donc, ils réfléchissent à eux-mêmes dans des termes différents qui se sont transformés au fil du temps, tout comme ce fut le cas pour les francophones en situation minoritaire. Bon, merci beaucoup, François. C'était très, très intéressant. Merci à tous ceux qui ont participé dans la salle et sur le Zoom. Donc, voilà, c'est la fin de notre activité. Merci aux gens dans la salle et surtout, merci à tous ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'à la fin sur Zoom. Au plaisir de vous voir en personne bientôt.